Asana venait de terminer à Lagos lorsqu'elle reçut un appel de sa mère. « Rentre à la maison », lui dit-elle, sans poser de questions. Déconcertée mais respectueuse, Asana prépara un petit sac et retourna chez sa famille, à Enugu. Dès son arrivée, elle remarqua une étrange excitation dans l'air. Son père souriait plus que d'habitude. Son frère Nedu n'arrêtait pas de dire « Tu as de la chance, c'est une bénédiction ». Pourtant, personne ne lui expliqua ce qui se passait avant de la rencontrer ce soir-là. Sa mère prit la parole la première, choisissant soigneusement ses mots. « Le chef Oyibo t'a demandé en mariage, » dit-elle. Asana cligna des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. Le chef Oyibo, l'homme politique de 57 ans de leur village. Le même homme, déjà marié à 3 femmes, lui fit perdre la tête. « Tu plaisantes » dit-elle doucement. Le sourire de son père disparut. « C'est un grand honneur » répondit-il sèchement. « Il est riche, puissant et prêt à payer la dot intégralement. » Asana n'en croyait pas ses oreilles. Elle se leva et dit « Non, je ne veux pas l'épouser. Je ne l'aime pas. » Le silence s'installa dans la pièce. Son père frappa la table du poing. « Tu épouseras qui nous voulons » cria-t-il. « Mais Asana, ini recule pas. Je ne suis pas une propriété. Je suis une personne. J'ai une vie. J'ai des rêves, » a-t-elle dit. Son frère Nedu s'est moqué de lui. « Tu es égoïste. C'est la tradition. » Asana avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Tout lui paraissait lourd. Elle regarda ses parents, espérant qu'ils la comprendraient, mais ne vit que de la pression dans leurs yeux. Cette nuit-là, elle réalisa que ce n'était pas une demande en mariage. C'était une prison, et elle devait trouver une issue. Asana pensait que dire non serait la fin de tout. Elle pensait que ses parents seraient peut-être en colère, mais qu'ils finiraient par se calmer. Elle avait tort. Au moment où elle prononça ces mots, « Je n'épouserai pas le chef Oyibo », la salle explosa. Le visage de son père se tordit de colère. Sans hésiter, il se leva et la gifla violemment. Le bruit résonna dans la maison. Asana trébucha en arrière, la joue en feu, les yeux écarquillés par le choc. Elle n'avait jamais été frappée de la sorte. Sa mère hurla, non pas pour la défendre, mais paniquée. « Tu vas nous faire honte. Tu veux qu'on se moque de nous ?» Elle pleura, la tête penchée comme si c'était la fin du monde. Nedu, son frère aîné, la serra fort par le bras. « Tu crois que tu en sais plus que papa? Tu te crois plus intelligente que ceux qui t'ont donné la vie ?» hurla-t-il. Avant qu'Asana puisse répondre, il la traîna dans le couloir et la poussa dans le petit débarras près du jardin. Il a verrouillé la porte de l'extérieur. Au début, elle a cru que c'était juste pour lui faire peur. Elle a frappé. Elle a crié. Elle a supplié. Personne n'est venu. Cette première nuit, elle était assise sur le sol froid, dans le noir, encore vêtue de ses vêtements de voyage, affamée et effrayée. Le deuxième jour, ses lèvres étaient sèches et elle avait mal à la tête. Pas de nourriture. Pas d'eau. Juste le silence. Elle pleurait doucement, se demandant comment ceux qui l'avaient élevée pouvaient la traiter ainsi, juste parce qu'elle refusait d'être vendue comme une chèvre. Le troisième jour, elle cessa de pleurer. Ses larmes avaient séché. Elle se dit, « Si jamais je sors d'ici, je ne reviendrai jamais. » Tard dans la nuit, alors que tout le monde dormait, sa jeune cousine, Shamaka, glissa la clé sous la porte. Elle avait tout entendu et n'en pouvait plus. « Cours » murmura-t-elle à travers la fente. Asana n'attendait pas. Elle ouvrit doucement la porte, attrapa son petit sac et sortit sur la pointe des pieds. Ses jambes étaient faibles, son corps tremblait, mais son cœur battait fort. Elle n'avait même pas assez d'argent pour le transport, mais elle marcha des heures avant de trouver quelqu'un qui l'aida à rejoindre le parc. Lorsqu'elle revint enfin à Lagos, son ami Tari ouvrit la porte et resta bouche bée. Asana n'était plus que l'ombre d'elle-même. Ses yeux étaient gonflés, ses lèvres gercées et ses bras couverts d'échymose. Elle n'avait pas mangé depuis des jours. Elle s'effondra dans les bras de Tari en murmurant « Ils m'ont enfermé. Ils m'ont frappé. Juste parce que j'ai dit non. » Tari pose pas de questions. Elle l'enveloppa dans une couverture, lui prépara du thé et lui dit « Tu es en sécurité maintenant. » Asana resta silencieuse pendant des jours. Elle ne répondait pas aux appels. Elle ne se connectait pas. Elle restait allongée là, les yeux rivés au plafond, se demandant comment tout avait pu si mal tourner. Mais au fond d'elle, quelque chose avait changé. Elle n'était plus la fille à la voix douce qui disait oui pour faire plaisir aux autres. Son corps était faible, mais son esprit s'éveillait. Ils avaient tenté de la briser parce qu'elle avait une voix, mais cette voix, même tremblante, était toujours en elle,
attendant de s'élever à nouveau. Asana ne parla pas beaucoup les premiers jours suivant son évasion. Elle resta simplement dans le petit appartement de Tari, allongée sur le lit, enveloppée d'une couverture comme un bouclier. Son corps était fatigué, mais c'était son cœur qui lui faisait le plus mal. Elle avait toujours su que sa famille était stricte, mais elle n'aurait jamais cru qu'il lui ferait autant de mal. Les bleus sur sa peau s'estompèrent lentement, mais la douleur intérieure persista. Tari ne l'a pas poussée à parler. Elle s'est juste assurée qu'Asana mange, boive et se repose. Parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Quelqu'un qui ne demande rien reste. Asana a supprimé les contacts de sa famille de son téléphone. Elle a bloqué leurs numéros et ignoré leurs messages. Elle ne voulait plus entendre de mensonges ni de fausses inquiétudes, pas après tout ce qu'ils avaient fait. Elle avait également supprimé toutes ses photos des réseaux sociaux et fermé ses comptes. Elle ne voulait pas que quiconque la retrouve, surtout pas son père ou Nedu. Elle en avait assez de faire comme si tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Alors, elle a disparu du monde virtuel, discrètement, sans rien dire à personne. Mais même dans son silence, elle n'a pas renoncé à elle-même. Elle savait qu'elle devait survivre. Un soir, elle ouvrit son ordinateur portable et regarda les projets de codage sur lesquels elle travaillait avant que tout cela n'arrive. Ses mains tremblaient un peu, mais elle commença à corriger de petits bugs dans une vieille application qu'elle avait créée. Elle a postulé en ligne pour de petits boulots en freelance. Au début, c'était difficile. Son esprit manquait de concentration. Mais petit à petit, un emploi s'est transformé en deux, et deux autres encore. Elle a commencé à gagner un peu d'argent, de quoi acheter de la nourriture et contribuer au loyer. Chaque ligne de code qu'elle écrivait était comme recoudre un morceau de son cœur brisé. Elle ne parlait pas de son passé. Elle ne publiait pas de photos ni de citations sur la douleur. Elle travaillait simplement, tranquillement, avec constance. Son silence n'était pas une faiblesse. C'était une force. C'était sa façon de guérir. Quand elle ne travaillait pas, elle aidait Tari à cuisiner ou restait assise près de la fenêtre à regarder les gens passer. Elle souriait rarement. Mais quand elle le faisait, c'était vrai. Tari remarqua le changement. Un jour, elle serra Asana fort dans ses bras et lui dit « Je ne sais pas comment tu fais pour rester debout, mais je suis fier de toi. » Asana ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête, les larmes aux yeux. Elle n'était pas encore guérie. Elle faisait encore des cauchemars parfois. Elle se réveilla encore en sueur. Mais elle n'était plus la même fille effrayée qui s'était échappée de cette maison. Elle avait affronté les ténèbres et choisi la lumière. Chaque jour, se répétait-elle, j'ai fait le bon choix. J'ai dit non à une vie qui n'était pas la mienne, et je ne le regretterai jamais. Le monde ne connaît peut-être pas encore son histoire, mais Asana construisait lentement son avenir, pièce par pièce, de ses propres mains. Pas de bruit, pas de drame, juste du courage tranquille. Et parfois, c'est le genre le plus fort. Un après-midi tranquille, Asana était assise dans un coin du petit salon de Tari, travaillant sur son ordinateur portable, comme d'habitude. Elle sirotait du gari et des arachides, essayant simplement de rester concentrée. Sa vie était devenue simple. Coder, manger, dormir, repeater. Elle ne s'attendait à rien de grave. Tout ce qu'elle désirait, c'était la paix. Mais soudain, quelque chose d'étrange se produisit. Elle ouvrit sa boîte mail et un message attira son attention. L'objet était impressionné par votre application. Par l'onsen. Elle a failli passer à côté, pensant qu'il s'agissait d'un spam. Mais quelque chose la fit hésiter. Elle cliqua dessus sans trop d'attente. L'email était court, mais professionnel. Il disait « Bonjour Asana. Je suis tombé sur le prototype de votre application sur un vieux forum technologique. Je dois dire que votre concept est innovant et épuré. Je suis Kolapo Ademi, investisseur en technologie, et j'aimerais beaucoup organiser une rencontre si vous êtes ouvert. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. » Asana fixait l'écran, perplexe. Kolapo Ademi? Le nom lui semblait familier, mais elle n'arrivait pas à croire qu'il s'agissait de Kolapo, le milliardaire fondateur de plusieurs startups technologiques. Elle rit nerveusement et secoua la tête. Ce devait être un faux. Elle le dit à voix haute. Tari, qui cuisinait, demanda ce qui n'allait pas. Asana lui montra le message, et elles le lurent toutes les deux encore et encore. Cela semblait réel, mais c'était difficile à croire. Asana ne répondit pas immédiatement. Elle ferma son ordinateur portable et essaya d'oublier, mais son cœur battait fort. Le lendemain, alors qu'elle rangeait la chambre, son téléphone sonna. C'était un numéro étrange. Elle décrocha prudemment.
Une voix calme et polie l'accueillit. « Bonjour, s'il vous plaît. »« Est-ce que je parle à Asana Uday ?» répondit-elle. « Ici Bump, l'assistant de M. Kolapo Adeimi. Il m'a demandé de confirmer si vous aviez bien reçu son email et de vérifier si vous étiez disponible pour une réunion virtuelle ce vendredi. » Asana s'est figée. Elle n'a pas pu parler pendant quelques secondes. Ce n'était pas du spam. C'était réel. Ses mains se mirent à trembler et ses yeux se remplirent de larmes. Elle réussit à dire « Oui, oui, j'ai compris. Merci. » Une fois l'appel terminé, elle regarda Tari et murmura « Tari, il existe. Il a vu mon travail. » Tari hurla d'excitation et la serra fort dans ses bras. À cet instant, quelque chose changea en Asana. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la remarqua. Non pas à cause de sa douleur ou de son histoire, mais à cause de son talent. Elle prit une grande inspiration, ouvrit son ordinateur portable et répondit par un court message. « Cher monsieur Adeimi, merci de votre attention. Ce serait un honneur pour moi de vous parler. Vendredi, c'est parfait. » En appuyant sur « Envoyer », un petit sourire apparut sur son visage. Peut-être, sa vie allait-elle changer. Asana était nerveuse le jour de la réunion virtuelle. Elle avait rangé son petit coin, installé son ordinateur portable avec soin et porté sa chemise la plus impeccable. Son cœur battait fort et ses mains étaient froides. Ce n'était pas n'importe quelle rencontre. C'était avec Kolapo Adeimi. Elle l'avait cherché sur Google la veille et l'avait confirmé. Il était réel, grand, puissant. Et, d'une manière ou d'une autre, il avait trouvé son petit projet en ligne. Lorsque l'appel vidéo a démarré, le visage de Kolapo est apparu à l'écran. Calme, gentil et simple. Ni tape à accent grave l'œil, ni bruyant. Il sourit et dit « Salut Asana, ravi de te rencontrer enfin. » Sa voix était chaleureuse, pas du genre à se précipiter ou à vouloir paraître importante. Asana sourit timidement et répondit « Merci de m'avoir contacté. Je n'arrive toujours pas à croire que ça arrive. » Ils ont commencé à parler de l'application. Kolapo a posé des questions, pas bêtes, mais profondes, sur la structure, le parcours utilisateur, la logique du code. Il avait visiblement étudié son travail. Il ne faisait pas semblant. Il comprenait. Et mieux encore, il la laissait parler. Il ne l'interrompit pas et ne lui coupa pas la parole. Il écouta. Il hocha la tête. Il prit des notes. Asana se surprit à s'ouvrir plus qu'elle ne l'aurait cru. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit respectée, vue. Pas comme une fille qui a dit non et a été punie. Pas comme quelqu'un qui s'est enfui de chez lui. Mais comme un vrai promoteur. Un penseur. Un créateur. Puis Kolapo demanda doucement. « Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré à construire ça ?» Asana marqua une pause. Elle ne voulait pas mentir. Alors elle a dit la vérité, petit à petit. Elle a raconté comment elle avait été forcée de rentrer chez elle. Comment ses parents ont tenté de la marier à un homme 3 fois plus âgé qu'elle. Comment elle a été enfermée, battue et s'est enfuie sans rien. Elle lui a raconté comment elle est revenue à la gosse et a tout recommencé à zéro, se cachant du monde, utilisant sa douleur comme carburant pour construire quelque chose, n'importe quoi pour rester saine d'esprit. Quand elle eut terminé, le silence régna. Kolapo ne se précipita pas. Il regarda droit dans la caméra, le visage doux. Puis il dit « Asana, je suis désolé. Personne ne mérite ça. Personne. » Sa voix ne tremblait pas, mais elle avait du poids. Il n'exprimait aucune pitié. Il ne prononçait pas de paroles creuses. Il avait tout simplement compris. À cet instant, Asana ressentit une sensation étrange, une sensation de sécurité. Elle sentit que son histoire n'était plus un fardeau. Quelqu'un l'avait entendue, pleinement, et ne l'avait pas jugée. Il ne l'avait pas traitée comme une fille brisée. Il l'avait traitée comme une survivante, une personne de valeur. À partir de ce moment-là, l'énergie entre eux changea. Pas romantique, pas encore. Mais réelle. Respectueux. Kolapo n'essayait pas de flirter, ni d'impressionner. Il ne se comportait pas en sauveur. Il la traitait comme une égale, comme une partenaire. À la fin de la réunion, il sourit à nouveau et dit « Je crois en ce que tu construis. Et si tu es prête, j'aimerais investir en toi. Pas seulement l'appli, mais toi aussi. » Les yeux d'Asana s'écarquillèrent. Elle ne pouvait pas parler. Mais au fond d'elle, elle savait que c'était le début de quelque chose de nouveau. Asana et Kolapo ont commencé à travailler ensemble sur l'application, transformant sa petite idée en quelque chose de grand. Au début, tout était affaire de travail. Réunions,
séances de planification et longues heures passées devant l'ordinateur. Asana n'arrivait pas à croire à quel point sa vie avait changé. Il y a quelques mois à peine, elle fuyait la douleur, se cachant dans le silence. Maintenant, elle faisait partie d'un groupe puissant. Il passait des nuits blanches à travailler, parfois jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Il buvait des tasses de café, riait des bugs du code et restait parfois assis tranquillement à réfléchir à des solutions. Ça ne ressemblait pas à du travail. C'était comme construire un rêve, brique par brique, côte à côte. Et chaque jour qui passait, Asana se sentait plus légère, plus forte. Kolapo n'était jamais pressé. Il ne poussait jamais trop fort. Il lui demandait toujours son avis, attendait toujours qu'elle se sente à l'aise. Il ne la traitait pas comme quelqu'un qui avait besoin d'être soigné. Il la traitait comme quelqu'un de puissant, quelqu'un qui comptait. Parfois, leur pause se transformait en conversation profonde. Elle parlait d'enfance, de peur, de pardon et même de douleur. Asana partageait ses souvenirs, les bons comme les douloureux. Kolapo l'écoutait, toujours avec bienveillance dans le regard. Il ne la jugeait jamais, ne la rabaissait jamais. Elle se surprit à sourire davantage, à faire davantage confiance et à guérir progressivement. Un soir, alors qu'ils étaient assis côte à côte sur le canapé, à parcourir une ligne de code récalcitrante, leurs mains se frôlèrent. Asana retira d'abord sa main, mais Kolapo la retint doucement. Elle le regarda, confuse, incertaine. Il la regarda droit dans les yeux et dit doucement, « Je veux protéger ce que d'autres ont essayé de briser. » Le cœur d'Asana s'arrêta un instant. Personne ne lui avait jamais rien dit de tel auparavant. Ce n'était pas une phrase d'accroche. Ce n'était pas faux. C'était vrai, honnête, profond, et quelque chose au fond d'elle le savait. Dans ce moment de silence, Asana réalisa ce qui s'était développé entre eux. Pas seulement la confiance ou l'amitié, mais l'amour. Un amour qui ne forçait pas, qui ne se précipitait pas. Un amour qui guérissait, qui respectait, qui attendait. Elle ne dit rien tout de suite, mais elle ne retira pas sa main non plus. Cette nuit-là, tout changea. Pas de manière tapageuse ou dramatique, mais d'une manière douce et belle. Deux êtres brisés construisent lentement quelque chose de solide, ensemble. Alors qu'Asana commençait à sentir que sa vie prenait enfin la bonne direction, son passé est revenu perturber sa paix intérieure. Par un après-midi chaud, elle était dans son espace de coworking avec Kolapo, travaillant sur leur nouvelle application. L'air était calme, leurs esprits concentrés, jusqu'à ce que des cris retentissent dans le couloir. Tout le monde se retourna. Le cœur d'Asana se serra. C'était son père. Il entra, la colère au visage, brûlant dans ses yeux. Sans se soucier de qui le regardait, il désigna Asana du doigt et cria « Tu es maudite. Tu as jeté la honte sur cette famille. » Tout le monde se tut. Les gens ont arrêté de taper. Certains se sont levés, confus et effrayés. Mais Asana, elle, est restée figée. Ses mains tremblaient. Sa respiration changeait. Son père ne s'arrêtait pas. Il se tourna vers Kolapo et lui conseilla de rester loin de sa fille. Elle manquait de respect à notre culture. Elle fuyait son devoir. Et maintenant, elle est là, croyant pouvoir vivre librement comme une prostituée, dit-il d'une voix forte, pleine de haine. Asana ne put se retenir. Des larmes coulèrent sur son visage. La même douleur qu'elle avait fui l'avait rattrapée. Elle voulait disparaître. Elle voulait que la terre s'ouvre et l'engloutisse tout entière. Elle se sentait humiliée, petite et impuissante. Mais Kolapo se leva calmement. Il marcha devant Asana et se dressa tel un bouclier. Il n'a pas crié. Il n'a pas riposté. Il a juste regardé son père et lui a dit « Ce n'est pas ton espace. Tu ne la contrôles plus. » Le père d'Asana a tenté de protester, mais la sécurité a été appelée. Ils lui ont demandé de partir. Tandis qu'on le poussait dehors, il continuait à proférer des jurons et des menaces. Asana était assise par terre, pleurant sans retenue. Son monde semblait s'écrouler à nouveau. Kolapo s'assit à côté d'elle, essuya ses larmes et lui prit doucement la main. Il la regarda dans les yeux et dit d'une voix très douce « Laissez-les sortir. Je serai là quand la porte se fermera. » Ces mots la frappèrent au cœur, comme par magie. À cet instant, elle comprit que, malgré la violence de son passé, malgré la cruauté de sa famille, elle n'était plus seule. Elle avait quelqu'un qui voyait sa valeur, quelqu'un qui n'avait pas peur de se tenir à ses côtés quand tout s'assombrissait. Ce jour-là fut douloureux, mais il lui révéla aussi quelque chose d'important.
Le véritable amour n'a pas peur du bruit. Le véritable amour ne fuit pas quand les choses se gâtent. Le véritable amour demeure. Et Kolapo est resté. Un an plus tard, Tuta n'était plus la jeune fille brisée qui fuyait la maison. Elle s'était fait un nom. Son application était devenue virale. Sa start-up était en plein essor. Et elle avait trouvé l'amour. Un amour vrai, bienveillant et patient. Et maintenant, c'était le jour de son mariage. Mais pas n'importe lequel. C'était celui qui faisait la une des journaux, qui laissait les gens bouche bée, qui bloquait le regard du monde entier. Elle descendit l'allée lentement et gracieusement, vêtue d'une robe de mariée ivoire époustouflante. La robe scintillait à la lumière, confectionnée à la main par l'un des créateurs les plus célèbres au monde. On disait qu'elle coûtait plus cher que la maison et le terrain de la famille Uday réunis. Mais Azana se fichait du prix. Pour elle, la vraie beauté résidait dans le chemin parcouru, de la douleur à la puissance, des larmes au triomphe. Les invités étaient venus du monde entier. Célébrités, magnats des affaires, membres de la famille royale et même les médias internationaux étaient présents, couvrant chaque instant. Mais ce qui a le plus touché tout le monde, c'est le regard de Kolopo. Son regard exprimait non seulement de l'amour, mais aussi du respect, de la fierté et une profonde admiration. Comme s'il n'arrivait toujours pas à croire qu'elle l'avait choisi. Erolu Binta, la puissante tante de Kolopo et l'une des femmes les plus respectées du Nigeria, se tenait fièrement aux côtés d'Azana. Elle posa doucement ses mains sur sa tête et lui donna une bénédiction royale. Le genre de compliment habituellement réservé aux vraies filles de la maison. « Tu y as aimé. Tu es à la maison » murmura-t-elle. Les photos du mariage ont inondé Internet. Des hashtags comme Azana Kolopo Ferital et Orna Queen Azana ont immédiatement fait fureur. Les gens n'arrêtaient pas d'en parler. L'histoire de cette jeune fille qui avait dit non à la tradition et oui à elle-même était devenue une source d'inspiration pour des milliers de jeunes femmes. Même celles qui la raillaient autrefois se taisaient désormais, la regardant briller. Et tandis qu'Azana souriait aux caméras et saluait les invités, son cœur était rempli de joie. Non pas à cause du luxe ou de la célébrité, mais parce qu'elle avait survécu, guéri et créé la vie qu'elle méritait vraiment. Une vie où elle était libre, où elle était valorisée et profondément aimée. Après le mariage, Internet n'arrêtait pas de parler d'Azana. Les gens étaient inspirés, choqués et émus. Son histoire d'amour était un rêve, mais son passé n'était pas un secret non plus. Son silence sur la trahison de sa famille a piqué la curiosité des gens et ce silence a commencé à inquiéter sa famille. Son père, qui l'avait autrefois giflé et enfermé, s'était soudain adouci. Sa mère, qui avait pleuré et lui avait dit qu'elle ferait honte à la famille, lui envoyait maintenant des messages vocaux disant « On nous a trompés. C'était la tradition. Nous ne voulions que le meilleur pour toi. » Même son frère Nédu, qui la traitait autrefois d'entêté, disait maintenant qu'elle lui manquait. Ils s'envoyaient de longs textos. Ils ont essayé de l'appeler. Ils ont même envoyé des gens au bureau de Kalapo, espérant lui parler. Ils voulaient revenir dans sa vie. Maintenant qu'elle avait réussi, maintenant que le monde entier la respectait, Azana ne répondait pas. Elle ne les bloquait pas, mais elle ne répondait pas non plus. Son silence était plus fort que n'importe quelle insulte qu'elle aurait pu proférer. Puis, un soir, Azana s'est assise tranquillement dans son bureau et a commencé à taper. Elle écrivait avec son cœur, sans amertume. Pas de vengeance. Just la vérité. Elle a intitulé son article « Quand l'amour vous coûte du sang ». Elle y racontait combien il lui avait été douloureux de se choisir elle-même et de s'éloigner de ceux qui l'avaient élevée. Elle expliquait comment la tradition est parfois utilisée comme une arme pour contrôler et réduire les femmes au silence. Elle n'a cité aucun nom. Elle n'a pas mentionné mon père ou ma mère, mais quiconque connaissait son histoire comprenait. Elle a décrit la faim, les larmes, les bleus, non seulement sur son corps, mais aussi dans son âme. Elle a écrit comment elle s'était sentie indigne, sale et honteuse d'avoir simplement dit non. Mais ensuite, elle a aussi écrit sur la guérison, sur le choix de la paix, sur le pouvoir de s'éloigner quand l'amour fait mal. L'article a fait un tabac en ligne. Il a été partagé sur toutes les plateformes. Des milliers de femmes ont laissé des commentaires disant « C'est aussi mon histoire ». Certaines ont dit l'avoir lu et avoir pleuré. D'autres ont dit que cela leur avait donné la force de s'exprimer enfin. Ce n'était pas qu'un simple article de blog. C'était un miroir pour tant de cœurs. Azana n'a pas participé à des entretiens. Elle n'a pas réagi de manière dramatique aux excuses de sa famille.
Elle n'a rien publié à leur sujet. Elle ne les a pas maudits. Mais elle n'y retourna jamais non plus. Pas même pour les vacances. Pas même lorsqu'ils tentèrent de la culpabiliser par l'intermédiaire de parents éloignés. Elle avait trouvé la paix et choisi de la protéger. Son silence était sa réponse. Sa guérison était sa vengeance. Et son bonheur? Ce fut la réponse la plus forte de toutes. Asana se tenait sur une grande scène, la voix calme mais forte, sous les flashs des appareils photo et les applaudissements de la foule. Elle n'était plus la petite fille effrayée, enfermée dans une pièce sans nourriture. Elle était désormais une femme puissante, un symbole d'espoir pour les autres. Ce jour-là, elle a lancé une fondation pour aider les filles contraintes au mariage, comme elle autrefois. Le silence est revenu lorsqu'elle a déclaré « Chaque fille a le droit de dire non et d'être aimée ». Son histoire avait déjà touché tant de cœurs, mais cette étape a fait d'elle une légende. La fondation offrait refuge, éducation et soutien à des jeunes filles sans ressources. Et chaque fois qu'une fille entrait dans ce foyer en pleurs et repartait souriante des semaines plus tard, Asana avait le sentiment que sa douleur n'avait pas été vaine. Parallèlement, sa start-up technologique était en plein essor. La petite application sur laquelle elle travaillait autrefois depuis son canapé était devenue une plateforme majeure, comptant des millions d'utilisateurs à travers l'Afrique. Les investisseurs continuaient d'affluer. Les médias réclamaient des interviews. La valeur de la start-up atteignait 50 millions de dollars. Mais pour Asana, ce chiffre n'était qu'un rappel du chemin parcouru. De brisée et meurtrie à audacieuse et invincible, Kolapo l'a soutenue tout au long de sa vie. Non pas comme son patron, ni comme son sauveur, mais comme son partenaire. Il ne l'a jamais rabaissée. Il ne lui a jamais demandé de changer. Il n'a jamais essayé de la contrôler. Il l'aimait simplement, telle qu'elle était. Lorsqu'ils marchaient ensemble, les gens percevaient la puissance. Mais lorsqu'elle le regardait, elle ne voyait que la paix. Chaque fois qu'Asana souriait à Kolapo, ce n'était pas parce qu'il était milliardaire. Ce n'était pas à cause de sa grande maison ou de ses cadeaux coûteux. C'était parce qu'il lui avait donné ce que personne d'autre n'avait jamais eu, la liberté d'être elle-même. Ils ont essayé de la briser parce qu'elle avait dit non, mais elle a reconstruit sa vie avec un oui plus fort et plus puissant.